Salut, c'est Nico du blog Oser Investir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite interview avec Vincent Robert. Merci Vincent d'être là aujourd'hui pour cette interview. Merci à toi Nico. Ça me fait plaisir vraiment d'avoir vraiment des gens comme toi aussi inspirants. Parce que c'est vrai que tu as pu constater, je fais plusieurs interviews ces derniers temps et pour moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes qui réussissent dans leur domaine. Donc Vincent va nous parler de ça et vraiment son parcours il est top. Il va nous en parler, comment il a réussi d'ailleurs à devenir indépendant financièrement en un an. Mais avant tout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr télécharger juste en dessous mon e-book sur les villes rentables pour faire de la colocation en France. Tu as le top 10, ne l'oublie pas. Donc voilà, je suis avec Vincent Robert qui va nous parler de son parcours. Merci vraiment Vincent d'être là. Avec plaisir. C'est vrai que du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier? En fait, moi je viens de l'île de la Réunion et j'ai quitté mon île il y a 10 ans parce que mis à part la fac, le chômage, le surf, il n'y avait pas grand chose. Et du coup, j'avais soif d'opportunités, je voulais avancer dans la vie, faire un peu une carrière. Et il y a une célèbre citation qui dit, c'est même pas une citation, mais c'est les parents qui disent ça très souvent, travaille dur à l'école, tu auras un bon travail et tu auras un bon salaire. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, si je veux avoir un bon travail, il faut que je fasse une très bonne école. Et donc, j'ai dû quitter La Réunion pour faire une école d'ingénieur à Paris. Ouais, ok. Et je suis devenu ingénieur ou consultant en finance de marché sur Paris pendant 6 ans en fait. Et je me suis rapidement rendu compte que c'est pas l'augmentation d'un café par an qui allait me permettre de réaliser mes rêves et d'atteindre mes objectifs. Donc je cherchais d'autres solutions alternatives. Ouais, mais surtout qu'en plus tu avais un boulot qui était plutôt sympa. J'imagine que quand on te demandait ce que tu faisais dans la vie, les gens pouvaient se dire ah mais c'est bien ce que tu fais, t'as une bonne situation. Ouais, exactement. Et surtout quand tu dis t'es ingénieur, les gens ils adorent. C'est un mot qui c'est un mot qui fait un peu fantasmer le mot ingénieur. Mais du coup, c'était pas fait pour moi. Ouais, ok. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je commençais à chercher d'autres solutions, la première chose que j'ai trouvée, c'était le marketing de réseau, que j'ai démarré pendant mes études en fait. Et j'ai fait 8 ans de marketing de réseau. Ouais. J'avais un réseau de distribution de 1200 personnes et je générais un peu plus de presque 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ah donc ça a commencé à faire du monde, je faisais pas mal de choses et c'était le concept de revenu rituel qui me plaisait en fait. Ouais. Donc par rapport à ça, je commençais à compléter mes revenus en trouvant des solutions alternatives. Et ensuite, quand j'ai découvert le secteur de l'immobilier, moi c'est quelque chose qui me passionnait en fait, l'immobilier. Et quand j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit l'immobilier c'est très simple Vincent, si tu mets en relation la banque et des personnes, des clients. Ouais. Et pour ça, tu es payé 10% tous les ans. Ouais. Ok. Et du coup, c'est un concept qui m'a plu, je me suis dit ça c'est pas mal, j'aime bien faire. Et en plus, le fait d'apporter de la valeur aussi par le biais de la location, moi je voulais que mes locataires ou les personnes qui louaient mon appart en Airbnb, quand ils entraient dans mon appart, ils avaient un effet coup de cœur, ils étaient heureux de vivre dans mon appartement. Et du coup, ça m'a plu d'apporter ce côté-là en fait. Donc c'était pas uniquement le côté de louer un appart, c'était aussi l'apport de valeur, l'apport de service en plus qui permettait à mes locataires d'être heureux. C'était la forme aussi qui t'intéressait. C'est ça. Et ça, c'est pour ça que j'ai aimé ce côté de l'immobilier-là. C'est le côté entrepreneur qu'on peut avoir dans l'immobilier. C'est un service qu'on apporte en fait. C'est pas que de l'immobilier, c'est un service. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qu'on remarque assez souvent. Et donc on va commencer l'immobilier, mais quand tu commences l'immobilier, c'est gérer un business. Surtout que là, souvent quand tu développes comme tu as pu le faire, c'est gérer plusieurs locataires. Donc, on est vraiment loin de juste acheter un appart, avoir une personne et on fait de l'immobilier. Non, là, c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Et donc, tu as commencé par un premier appart. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai acheté ma résidence principale à Paris. Enfin, j'ai déclaré en résidence principale pour le financement à la banque. Et en parallèle, en fait, j'ai acheté un immeuble de rapport en Bretagne. Ouais. Et les deux dossiers en parallèle, du coup, je disais à ma banque à Paris que je veux acheter ma résidence principale. J'en ai marre de dépenser de l'argent dans un loyer. Et de l'autre côté, je disais à l'autre banque que comme ça coûte cher Paris, j'aimerais investir dans l'immobilier, générer plus d'épargne et avoir plus d'apport pour acheter un appartement à Paris.
D'accord, ouais, donc tu l'as fait en doublon? Exactement. J'ai fait les 2 dossiers en même temps. J'avoue que c'était galère. Moi, Ouais. je suis très mal organisé niveau administratif. Ouais. Et c'était une très bonne leçon pour moi parce que maintenant, je suis tellement carré que tous mes papiers sont rangés, tout est scanné, tout est nickel. Mais c'était vraiment galère de monter les 2 dossiers, mais au final, ça se fait, quoi. Et ça a été compliqué à gérer les travaux d'ailleurs en même temps ou... Bah, je dirais que celui de Paris, ça allait, et celui de Bretagne, c'était autre chose. On a eu pas mal de galères avec l'artisan dans le sens où il avait du retard sur les travaux, il faisait pas les choses correctement. Et petite anecdote là-dessus pour le faire avancer, on a dû payer quelqu'un assez de musclé, tu vois, quelqu'un de musclé, bien costaud qui fait peur, pour qu'il aille toutes les semaines faire avancer les chantiers. D'accord. Ah ouais, comme quoi il y a des techniques, hein, on peut voir qui efficaces. Efficace. Un mois après, c'était réglé. Alors, est-ce qu'il faut faire ce genre de technique? Je laisse à chacun voir. Là-dessus, donc, tu as géré. Comment tu as eu cette idée de faire les 2 appartes en même temps? D'ailleurs, parce que c'était tes premiers investissements à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas eu peur d'avoir 2 appartements en même temps? Parce que je sais qu'il y a, tu sais, ce blocage des gens qui commencent déjà un seul appart. Ça peut être problématique et la peur de se lancer. Toi, tu te lances avec 2, dont un immeuble, ce qui n'est pas rien. Comment tu as réussi à gérer cette crainte? En fait, cette crainte, elle remonte à plus avant ces 2 investissements-là. En fait, je commençais à m'intéresser à l'investissement immobilier et je suis tombé en fait sur un immeuble à Paris, enfin près d'où j'habite, la Verviers-Juif. Et c'était un immeuble qui était à 1 million d'euros et on l'avait négocié à 890 000 euros. Ouais. Et c'était un immeuble où on pouvait faire, je sais pas, entre 15 et 20 studios. Ouais. Et on voulait faire une auberge de jeunesse. Donc c'est entre 10 et 20 000 euros de revenus locatifs mensuels. Ouais, et du coup, je tombe là-dessus, c'est mon premier projet. Je pète un câble, j'appelle ma conseillère et je vais la voir directement. Je lui dis, j'ai trouvé un super projet, on a négocié le bien à 890 000 euros. Comment on fait pour le financer? Et là, elle m'appelle. Une semaine après, elle me dit, Monsieur Robert, on a étudié votre dossier et c'est bon, il faut juste 30 000 euros d'apport. Et en fait, ce qui se passe, c'est 2 choses. Déjà, c'est la croyance de me dire que je peux pas lever 1 million d'euros. Donc déjà, ça m'a cassé sur le fait d'investir et que c'est possible ou pas. Ouais. Et ensuite, deuxième chose, c'est que l'importance d'avoir du cash, parce que à ce moment-là, j'avais aucun argent de côté, je gérais mal mes finances, j'étais vraiment tout le temps à découvert sur mon compte, je mettais jamais de l'argent de côté. J'ai pensé beaucoup dans les vêtements, des paiements 3 fois, j'étais très fan de tout ça. Ouais, il y a eu une vraie éducation pour toi finalement. L'immobilier, ça t'a apporté une éducation sur toi-même. Ouais, ce qui est essentiel, je pense, tu vas pas me contredire là-dessus. Totalement. C'est primordial de travailler là-dessus au préalable et d'investir par la suite. Ouais. Moi, j'ai fait tout en même temps et c'était de l'apprentissage. Ça a fonctionné, mais je conseille au préalable de mettre ses finances propres et de s'éduquer financièrement. Ah, de toute façon, effectivement, il faut s'éduquer et le principal aussi, c'est de séduire le banquier. Et pour le séduire, c'est avoir des comptes 10 sexy. Exactement. Et c'est vrai que là-dessus, il s'arrête vraiment à des détails. J'avais entendu, alors pour le coup, je sais pas la véracité de ce propos, mais j'avais entendu qu'une personne avait été mal vue par son banquier parce qu'il allait beaucoup trop souvent manger McDo. Et que le banquier avait estimé, alors évidemment il n'y avait pas que le McDo, hein, mais le banquier avait estimé que cette personne n'avait pas n'avait pas une vie assez saine et ça posait problème au banquier. Alors est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne sais pas, mais en tout cas ça montre bien à quel point finalement le banquier il sait tout du compte à partir du moment où on paye par carte, etc. Et que donc il faut faire très attention à ses dépenses. Ouais, ça c'est sûr. Et donc tu as acheté ces deux biens. Ouais. Tu t'es pas arrêté là? Non. Après, on a continué sur des projets sur La Réunion et un autre immeuble au Havre, en fait, qui est exploité en colocation. D'accord. Ouais. Et là, c'est un immeuble de 3 étages qu'on a transformé les 3 étages en colocation avec... on a fait des trous dans le mur, en fait, pour relier les appartements avec un escalier. Là, tu parles du Havre, hein? Ouais, c'est ça. Et puis voilà, 2 immeubles et notre appartement à Paris qui est en vente d'ailleurs. D'accord, ok. Ouais. Celui avec qui tu faisais du Airbnb. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit que tu as essayé la stratégie du Airbnb, la stratégie de l'immeuble de rapport et la stratégie de la colocation. C'est quand même pas mal en combien de temps? 1 an. En 1 an, ouais. Toi tu t'es dit, allez on essaye toutes les stratégies
et on va voir ce que ça donne. C'est ça. Aujourd'hui, avec le recul, quelle stratégie te séduit le plus? Moi, ce serait colocation et location courte durée. Que ce soit en termes de rendement et d'apport de valeur, je trouve que ces deux stratégies-là sont vraiment top pour ça. Et si je devrais partir sur des nouveaux projets, ça serait colocation. Ouais. D'accord, c'est la colocation qui tenterait le plus. Ouais, je vais pas te contredire parce que ceux qui me suivent sont au courant que, en tout cas, je fais pas mal de colocation et notamment à distance, donc un peu comme toi. Comment tu as réussi à gérer le côté distance? Une agence, tout simplement. Ouais, donc toi, tu as choisi. Donc j'ai laissé, on va dire, du cash flow en moins. J'ai décidé de prendre du cash flow en moins pour payer ma tranquillité. Et comment est-ce que tu peux expliquer comment tu fais pour trouver du coup un bien quand tu es à distance? Donc toi, tu étais à Paris, donc tu t'es quand même bien éloigné. Hein, c'est même pas des villes comme Rouen à 1 heure de Paris. Là, je suis à 4 heures de route en moyenne. Ouais. Comment tu as fait pour aller chercher ces biens-là? Moi, je passais par des agents immobiliers. Ouais. Et je les contactais directement, je donnais tous mes critères, surtout des critères que tous les investisseurs connaissent, quoi. C'est divorce, décès, héritage, donc tous ces petits mots là qui plaisent aux investisseurs. Moi, je donne que ces critères-là et je dis je veux que des biens qui sont sur ces niveaux-là. Après, je donne le montant que je veux investir et je donne pas le projet, la stratégie que je vais utiliser. Ouais, d'accord. Donc je donne ces critères-là plus le montant et après c'est tout. Donc on est d'accord que tu donnes ces critères-là de façon à avoir un prix en dessous du marché. C'est ça. Hein, c'est bien exactement. Ça, puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a vraiment ce côté où quand c'est un divorce, une succession, forcément les gens peuvent être pressés de vendre. Et donc à ce moment-là, le prix peut vite baisser pour que ça soit vendu le plus vite possible. Exact. Et c'est vrai qu'un investisseur en général va chercher l'urgence du vendeur de façon à baisser le prix et trouver cette fameuse bonne affaire. Parce que la bonne affaire là-dessus, on la trouve pas juste sur le bon coin en claquant des doigts, faut aussi la créer. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est de passer par des chasseurs d'appartements. Ouais. Parce que eux, ils sont spécialisés dans ce métier-là. Ouais. Et donc ils vous trouveront les biens les plus négociés possibles, quoi. Ouais. C'est leur métier. Donc quelqu'un qui habite par exemple à Paris, ou en tout cas dans une ville où à vous faire du haut rendement est compliqué, tu lui conseilles de prendre un chasseur du coup Ouais, pour trouver des appartements en province, de passer par un chasseur. Ouais. Au niveau des frais, tu penses que ça s'y retrouve ça équilibre sur le prix qu'il va négocier. Ouais. Parce que mieux il va négocier l'appartement et mieux il va être rémunéré, donc ça vous avantage vous en fait. Ouais. Surtout je sais qu'il y a plein de gens qui veulent investir mais qui sont pas forcément très bons en négociation, qui sont un peu timides au début. Et le premier bien, c'est vraiment conseillé de passer par un chasseur d'appart. Ok. Ouais, donc c'est vrai que bon, là, t'as tout essayé. C'est vrai que t'as essayé à distance, t'as essayé sur place avec l'Airbnb, t'as essayé les différentes stratégies. Pour toi, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un de débutant qui ne sait pas par où se lancer et qui justement ne sait pas quelle stratégie prendre, par exemple? Moi, je dis à chaque fois, quelqu'un qui veut démarrer, le plus important, c'est de se former parce que ça nous fait gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ça, c'est primordial. Et ensuite, de définir ses objectifs. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent investir, mais qui n'ont pas d'objectifs concrets derrière. Donc vraiment, de définir ses objectifs, combien d'appartements il veut, quel patrimoine il veut générer, combien de cash flow il veut. Ouais. Et une fois qu'il a défini tout ça, de choisir la stratégie qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Ouais. Moi, je sais que par exemple, je sais pas, j'ai des gens que j'accompagne qui, eux, veulent atteindre, je sais pas, 2000 € de cash flow net dans 1 an. Ouais. Et 2000 € de cash flow net, ça peut être 4 appartements en colocation avec 500 € net de cash flow. Donc, au moins, déjà, c'est beaucoup plus clair sur quelle stratégie on utilise, combien de cash flow on veut et sous combien de temps. Ouais. Ouais. Et là, tout est clair et on peut avancer. Ouais. Quelle a été pour toi la plus grosse difficulté dans tes investissements? Ou la plus grosse difficulté ou même l'erreur que tu regretterais aujourd'hui et tu te dirais ça, j'aurais dû le faire autrement? C'est un investissement que j'ai commencé à faire dernièrement sur l'île de la Réunion. C'était un appart en location courte durée. Et en fait, j'avais commencé à prendre une architecte avant de valider le financement. Du coup, j'ai dû avancer les frais d'architecture. Donc, c'était à hauteur de 2500 €. Ouais. Et c'est un peu de l'apport que j'ai mis qu'au final ça me sert à rien vu que je suis pas allé sur le projet. J'ai perdu à la fois les 2005 plus les frais de séquestre parce que
Le propriétaire, c'est un enfoiré. Et du coup... Ouais, donc tu t'es avancé sur un projet trop vite. Ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc le mieux, c'est de valider auprès de sa banque une attestation de financement et ensuite de partir sur le projet, quoi. Là, tous tes apparts, tu les as eu à 110%? Ouais. Ouais. Donc financés en totalité par la banque. Exactement. Sans mettre un seul euro. Non, sans rien. Ça, c'est top. C'est top finalement. De toute façon, je les avais pas, donc il fallait bien que la banque les mette. Toi, ton objectif, c'était de devenir libre financièrement. C'est ça. Tu as réussi en 1 an. Ouais. Ça t'a paru difficile ou dur finalement? Non, plutôt simple. Plutôt simple. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a les connaissances, ça aide énormément. Ouais. Mine de rien, dès que j'avais eu les connaissances, je m'étais formé. Bon, j'ai beaucoup investi sur moi. Mais une fois que j'avais eu tout ça, tout était clair dans ma tête et j'ai pas réellement vu de difficulté, quoi. Ouais, t'as juste suivi en fait la stratégie. C'est ça. T'étais au point A, tu voulais aller au point B et t'as suivi un peu ta route. Et je suis resté focalisé sur mon point B, c'est quoi et pourquoi je le fais en fait. Parce que souvent, on va dire que la plus grande difficulté, c'est celle qu'on se met dans la tête. Et c'est souvent au niveau état d'esprit qu'on va se bloquer. Ouais. Parce qu'au final, c'est juste des petits challenges, quoi. L'artisan qui traîne, boum, on trouve des solutions et on trouve quelqu'un. Les travaux, je sais pas, à chaque fois, on peut trouver des solutions et l'être humain a été programmé pour trouver des solutions. On a compris avec toi, les travaux, on trouve un mec musclé qui règle le problème. Exact. Mais c'est ça, en fait, c'est juste des petits challenges qu'on va vivre et c'est normal. Ouais. Et c'est de les apprécier parce qu'après, on n'en aura plus. Donc, Ouais. Et du coup, tes projets aujourd'hui, c'est quoi? Là déjà, on rentre à La Réunion définitivement au courant de l'année. Ouais. Donc s'installer à La Réunion et il y en a plusieurs. Déjà, beaucoup développer mon compte Instagram parce que c'est quelque chose que j'adore, justement d'inspirer les autres à se dépasser, à réussir leur vie et avancer. Ça c'est vraiment quelque chose où je sais pas si, en principe, je suis sur Terre pour ça, inspirer les autres. Ouais, c'est une si belle mission. Ça peut être ma mission de vie. Ouais, c'est top ça. Et du coup, ensuite, à La Réunion, on a beaucoup de projets. Un seul projet dans l'immobilier, un très gros projet, donc je me focalise là-dessus. Là, on est plus dans la création d'un hôtel avec ma chérie, donc ça, on voit comment on peut mettre ça en place. Et ensuite, beaucoup de séminaires sur l'île. Et là, je vais me focaliser sur la partie coaching. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît. Donc on est d'accord, quand tu dis sur l'île, on parle de l'île de la Réunion ouais. Et pas l'île... Non, pas l'île de France. Ouais, ok, ouais, ça c'est pareil, c'est un beau projet et ça permet pour toi vraiment de te développer là où tu es le seul à faire ça. Donc c'est ça. Ça c'est exact. Tu parlais de mindset tout à l'heure et c'est effectivement très intéressant de voir que souvent c'est nos propres blocages qui ne font qu'on n'avance pas. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme livre? Ça serait L'homme le plus riche de Babylone. Ouais. C'est vraiment un bouquin qui m'a radicalement changé la vie, quoi. D'accord. De par son apprentissage, sa simplicité et l'histoire de Babylone. Ouais. Et surtout sur l'argent, j'ai vraiment tout compris à partir de là. Ouais, c'était une grosse ouverture d'esprit, un gros virage à 360 degrés suite au bouquin. Ouais, c'est intéressant parce que celui-là, il est pas forcément cité tout le temps. Il y a quand même Père riche, Père pauvre qui revient quasi automatiquement. Ouais, d'ailleurs, de toute façon, si tu l'as pas lu, il faut absolument que tu le lises. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais sûr, ça reste. C'est sûr. Mais L'homme le plus riche de Babylone est aussi top en tant que mindset et développement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur et de la santé. Hein. Ouais. Du bonheur, de la simplement. santé, du cash flow, de la réussite, c'est cool. Exact. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Vincent de m'avoir accordé cette interview à toi, Nico. Durant ton petit court passage à Paris. Et n'hésitez pas à aller sur son Insta. Ça c'est Vincent. Vincent Robert, ouais, ou Entrepreneur Malin. Ou Entrepreneur Malin. Ouais. Ok, top. Merci Vincent. Merci à toi. À bientôt et passez une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Salut. Salut.